quand on est chef d'entreprise, on est focus sur son développement et sa croissance. Pourtant, un levier redoutable reste sous-exploité, la croissance externe. Alors dans les clés du build-up, on vous emmène dans les coulisses de cette croissance externe, au contact de ceux qui au quotidien gèrent ces rachats d'entreprises, qu'ils soient dirigeants, experts ou conseils. C'est un format conçu pour que vous aussi, vous puissiez passer à l'action. Allez, place à votre épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Build-up, épisode numéro 3, consacré au titre « Comprendre et convaincre un cédant avec la bonne offre ». Je suis Thomas Collin, cofondateur d'Alvo, plateforme spécialisée dans la cession reprise-transmission de TPE-PME. J'ai toujours la chance d'avoir à mes côtés Maxime Nicolas, associé de Outmatch. Salut Thomas. Salut Maxime. Et pour cet épisode, nous avons la chance de recevoir Tanguy Tozina de Trajan Capital. Salut Tanguy. Bonjour à tous les deux. Bonjour Tanguy. Tanguy, je te laisse commencer par te présenter et présenter Trajan, si ça te va. Top, bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, merci à tous les deux de m'accueillir sur ce super podcast. Pour vous parler rapidement de Trajan, donc j'en suis un des deux cofondateurs avec mon associé Thomas Dutheil. Trajan, c'est une stratégie qu'on a créée il y a maintenant presque 8 ans, une stratégie dédiée à la transmission managériale des PME. Pour le dire de manière un peu plus claire, notre stratégie a la vocation à accompagner la reprise de PME dont le fondateur ou la famille du fondateur veut se séparer. Moment où cette entreprise a besoin de deux choses, de l'argent pour racheter les titres de cette famille et puis surtout une solution managériale pour trouver le successeur à ses dirigeants fondateurs. Et la spécificité de notre démarche, c'est qu'on s'est fait les spécialistes de cette problématique et qu'on a retourné finalement la manière de gérer ce type de situation. Et là où beaucoup d'investisseurs commençaient par chercher des sociétés à racheter et puis s'apercevaient à la fin qu'il fallait aussi une solution managériale, nous on a commencé en se disant l'essentiel dans ce genre d'opération c'est l'humain. Donc on va commencer par identifier des entrepreneurs, parce que la reprise, c'est de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs désireux de se projeter à la tête d'une belle PME. Et on a commencé par s'associer avec eux. Et une fois que c'était fait, on part sur la route, et puis on va trouver une belle PME à reprendre ensemble. On fait l'opération financière, et puis on installe à la tête ce nouveau dirigeant pour créer une nouvelle équipe composée d'un nouveau venu, mais aussi de managers historiques de la société qu'on essaie systématiquement d'associer au capital pour donner à ces PME un nouvel élan, une nouvelle ambition et les reprojeter sur des cycles longs de 20 ans. Cette démarche, on l'a mise en œuvre dans une dizaine de PME sur les 8 années de notre existence. Et puis maintenant, on projette cette démarche en dehors de France. Et on commence notre internationalisation. Voilà. Cette démarche, on la met en œuvre à travers des fonds d'investissement qui ont été créés en partenariat avec le groupe Edmond Rothschild, qui nous accompagne depuis quasiment le début de l'aventure et que je remercie au passage pour son soutien depuis ces longues années. Alors, Trajan, on peut le dire, a remis un peu la stratégie MBI sur la carte du private equity à un moment où beaucoup de fonds étaient plutôt spécialisés sur la partie MBO, c'est-à-dire faire des LBO avec l'équipe en place, alors que vous faites venir un nouveau patron dans les sociétés que vous rachetez. Mais ceci dit, donc nous on est sur un podcast dédié à la croissance externe. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que vous faites également pas mal d'opérations de croissance externe avec les sociétés que vous avez rachetées. Alors effectivement, quand on projette, comme je vous le disais, une société dans une nouvelle dynamique et une nouvelle ambition, on arrive à un moment où notre objectif, c'est de professionnaliser l'actionnariat de la société. Avant qu'on arrive, la société a un manager et un actionnaire qui sont les mêmes personnes. À partir du moment où nous, on arrive, le rôle de dirigeant et le rôle d'actionnaire deviennent deux choses distinctes. Alors, à long terme, elle pourrait revenir la même chose, mais en tout cas, quand on arrive, il y a bien une séparation des deux rôles. Et pour nous, c'est l'occasion de professionnaliser la démarche de développement.
Et notamment, la croissance externe, c'est une très bonne manière d'accélérer la croissance d'une société pour aller chercher plusieurs choses, soit de la diversification produits ou services, en venant adjoindre à un métier existant quelque chose de complémentaire pour pouvoir vendre à ses clients plus de choses ou pouvoir moins dépendre d'un secteur d'activité historique qui peut apparaître comme fragile ou cyclique ou quelque chose comme ça. C'est aussi une manière d'accélérer la diversification géographique parce que aller se développer à l'international par ses propres moyens, c'est possible, mais c'est très long. Aller racheter un concurrent, ça permet de le faire d'un coup. Alors, ça génère d'autres enjeux dont on va parler, mais ça permet d'accélérer beaucoup les choses. Et puis, ça permet aussi, la croissance externe, d'aller créer de la masse. Alors, c'est un peu trivial, hein, mais une société qui double son EBITDA, pourvu qu'on respecte une forme de cohérence, évidemment, et qu'on ne fasse pas juste un puzzle financier, mais c'est une société qui est plus robuste, qui a plus de moyens pour construire une équipe de direction, qui a plus de moyens pour investir. Et donc, la simple masse crée aussi de la pérennité pour ces PME. Et c'est aussi ça qu'on vise à travers la croissance externe. Merci beaucoup, Tanguy. Alors, rentrons dans le dur du sujet. Dans l'épisode 2, l'épisode précédent, on a vu comment en fait on construisait son deal flow, donc comment on identifiait des cibles intéressantes à acquérir. Dans cet épisode, on va maintenant se concentrer sur l'approche du cédant et une première approche de l'offre et des bases de discussion sur lesquelles on va avancer avec lui. Tout ça, ça commence par la rencontre, tout simplement. Toi, comment t'abordes ces premiers échanges? Dans quel état d'esprit tu es? Qu'est-ce que tu recherches? Je pense qu'on peut commencer par un élément fondamental qui va probablement être le fil conducteur de notre discussion. Et au risque d'utiliser des termes un peu galvaudés, je vais dire, c'est créer du lien. Voilà. Et en fait, créer du lien au début des discussions sur une reprise de PME, c'est absolument essentiel, mais peut-être pas pour les raisons qu'on peut imaginer, et peut-être pour tuer un fantasme tout de suite. On ne crée pas du lien en espérant avoir un bon prix. Voilà. Moi, j'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a vendu sa boîte pas chère parce qu'il me trouvait sympa. Voilà. Alors, c'est peut-être parce que je suis pas assez sympa. C'est peut-être parce que je suis pas assez sympa. Voilà. Mais non, je crois qu'il faut mettre ça de côté tout de suite. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il faut rechercher. Ça rentre dans une démarche un peu hypocrite qui est jamais très bonne au moment où on veut faire une opération qui nécessite de la confiance. Je pense que créer du lien, c'est viser 3 choses. En tout cas, c'est comme ça que nous, chez Trajan, on l'aborde. La première chose essentielle, c'est qu'une PME, c'est pas juste un compte de résultats et un bilan. Une PME, c'est une entité vivante, c'est une équipe, c'est un ADN, une manière de fonctionner. Et très souvent, la meilleure incarnation de cet ADN, c'est le dirigeant. Souvent le fondateur en plus, quand on se projette sur ces opérations de croissance externe qui visent essentiellement des petites PME. Et en fait, prendre le temps de créer du lien, c'est prendre le temps de discuter, de connaître ce fondateur. Et en fait, ça permet de la meilleure des manières de comprendre l'ADN de la société. Et donc, même si on parle d'une opération financière, prendre le temps de comprendre la personne qu'on a en face de nous, c'est déjà commencer sa phase d'analyse de la société en comprenant les motivations, les valeurs de la personne qui l'a créée. Le deuxième objectif derrière la notion de création de liens, c'est que faire une opération financière, c'est hyper compliqué. Ça prend des mois. Il y a une infinité d'obstacles sur la route à surmonter pour aller au bout. Et prendre le temps de créer ce lien, c'est en fait se créer une forme de capital de confiance. C'est créer un dialogue qui va permettre, au moment où on rencontrera des difficultés, et il y en a toujours,
de ne pas succomber au piège de l'ego ou de la prise de posture, mais justement de pouvoir avoir ce canal de discussion qui permet de se dire, bon, attends, on a un problème, mais on se connaît, et comme on se connaît, comme je comprends tes valeurs, comme je t'ai aussi présenté ce qui m'anime moi, bah, on va pouvoir discuter sereinement de comment on va contourner cet obstacle. Si tu n'as pas pris le temps de créer du lien, bah, tu t'es peut-être fermé la possibilité de trouver ce chemin, pas forcément en ligne droite, mais qui permet de contourner l'obstacle. Voilà. Et donc ça, c'est absolument essentiel. Et puis, troisième sujet important, essentiel même, c'est que quand tu fais du build-up, il faut voir au-delà de l'opération financière. Évidemment, l'opération financière, elle est chronophage, elle est importante, c'est là que tu prends du risque, mais tu n'achètes pas une PME juste pour faire une opération financière. Tu le fais pour créer un projet au-delà. Et en fait, dans la très majeure partie des cas, la personne que tu as en face de toi et qui est le vendeur aujourd'hui, demain, ce sera peut-être ton associé, mais en tout cas, quelqu'un sur qui tu devras t'appuyer pour réussir la transmission de ta PME. Et en fait, quand on parle de créer du lien, pour moi, on est aussi déjà en train de créer le projet, écrire ensemble la feuille de route qui sera mise en œuvre une fois que l'opération sera finie. Et ce serait quand même un peu dommage de se priver de ces premiers échanges pour créer cette vision de long terme. D'autant plus que si jamais tu fais d'abord l'opération financière et que tu te poses la question ensuite de dire bon ok, alors maintenant notre projet, voilà, tu dis que tu as peut-être mis la charrue avant les bœufs. Voilà. Ouais. Puis après, dernier sujet, mais qui est peut-être moins dans la liste des 3 points importants, de toute façon, rencontrer ces entrepreneurs qui ont souvent créé ou en tout cas dirigé cette PME pendant hyper longtemps, c'est une occasion unique d'échanger, de créer une relation avec des personnes qui sont assez formidables. Et donc, c'est aussi ce qui fait le plaisir du métier. La finance, c'est rigolo, mais ce qui est plus intéressant, en tout cas, il me semble, c'est de rencontrer ces entrepreneurs et puis de les entendre raconter leurs histoires. Voilà. C'est hyper intéressant, merci beaucoup. Et factuellement, après, comment est-ce que ça se passe ? C'est une visio, c'est une rencontre physique directement, c'est 2 heures, 3 heures, c'est une journée ensemble, c'est comment ça se passe ? Ou est-ce que tu as des conseils pour nos éditeurs là-dessus pour avoir alors, tu as ta manière, mais de ton expérience, c'est quoi le meilleur angle pour justement aller créer ce lien ? Pour moi, il n'y a rien qui remplace la rencontre en physique chez lui. Voilà. D'accord, donc tu reçois un dossier qualifié, directement tu vas sur site. Autant que possible, oui. Ok, ouais. D'accord. Et en fait... Alors je me permets de te couper, tu fais parce que certains font une petite visio de qualification de 30 minutes, 1 heure pour s'assurer que d'un point de vue fit c'est ok, d'un point de vue de compréhension de... Ouais, t'as raison. Après, on n'a que 24 heures dans une journée, et donc il faut qualifier le sujet, mais... Et peut-être qu'une petite visio peut aider à qualifier l'intérêt, mais je pense qu'assez rapidement, il faut passer à la phase rencontre en personne. Voilà. Okay. Et tu peux te dire, j'ai pas réussi à qualifier, mais il y a quand même du potentiel, et j'y vais. On était, il y a quelques semaines, avec un dirigeant qu'on accompagne dans sa stratégie de croissance externe. On avait échangé quelques emails, et on sentait qu'il n'y avait justement pas ce lien qui était créé. On a changé nos agendas, on a pris le TGV jusqu'à Brest, on a loué une voiture pour faire encore 1 heure de route, et on s'est retrouvé à 18h à la fermeture des bureaux à faire la visite de site et puis à s'installer dans la cuisine du fondateur avec lui, à discuter toute la soirée pour créer ce lien et faire tout ce qu'on vient de se dire. Et on est ressorti avec une vision beaucoup plus claire. Ça nous a pris une journée, mais on a gagné en prenant ce temps-là, probablement des semaines de travail dans la mauvaise direction. Donc, je pense que ça coûte en temps, en énergie, mais il faut, dès que c'est possible, se rendre sur place. Et il ne faut pas faire cette épargne-là. Voilà. Et tu abordes quoi comme sujet pour un dirigeant qui n'a jamais fait de la croissance externe ? C'est la première fois qu'il effronte vis-à-vis d'un potentiel vendeur. C'est quoi la liste des sujets à aborder pour créer ce lien ou en tout cas pour découvrir le dossier ?
Je pense que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'être trop pressé et de parler tout de suite de l'opération financière. Donc, je pense qu'il faut d'abord prendre le temps de se présenter et de se présenter sur le long terme. Quelles ont été les motivations qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui? Typiquement, nous, on revient très souvent aux racines de ce qui nous a poussé à créer Trajan, même si ça remonte à il y a 8 ans et que ça n'est que indirectement lié à l'opération de croissance externe sur laquelle on est en train de travailler. On explique longuement la genèse du projet, là où on veut emmener notre groupe sans même parler de la croissance externe, pour que la personne en face de nous puisse saisir ce qui nous anime. Je vous le disais, on cherche un associé, on veut s'associer avec des gens qui comprennent vraiment ce qu'on fait. Donc, on prend le temps de ça. Après, ça génère de manière habituelle l'envie chez la personne en face, elle aussi, de se raconter et de dire ce qui l'amène aujourd'hui à mettre sa société en vente. Et donc, il ne faut pas être pressé. Et donc, le temps qu'on a, c'est le maximum de temps possible dans des environnements où les dossiers sont souvent intermédiaires. Malheureusement, le temps est souvent contraint à une grosseur. On essaie de faire au plus vite. Et puis, on peut, dès que possible, essayer de reprendre un deuxième rendez-vous. Ce qui est clair, c'est que sur ces premiers rendez-vous, nous, on vient sans poser de questions. Voilà. Ces premiers rendez-vous, comme je le disais, ils sont faits pour créer du lien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de questions, mais en fait, commencer par les questions, c'est aller trop vite. Voilà. Et c'est mélanger les choses. Donc, il faut être patient. Et puis, il y a le temps de la discussion, puis il y aura le temps des questions. Mais pour moi, c'est deux choses qu'il faut bien séparer. Et d'ailleurs, les questions, elles sont souvent mieux abordées à travers des listes envoyées par email qu'à travers des questions-réponses. Un interrogatoire en bonne et due forme. Exactement. Ouais. Alors justement, Tanguy, tu disais que vous avez, de par les tailles d'opérations que vous faites, les dossiers sont très souvent intermédiaires. Dans la rencontre, évidemment, le cédant est au cœur, mais il y a l'entourage, et je pense notamment au conseil. Comment tu abordes aussi cette partie-là? Quelle place tu leur fais? Voilà, comment tu vois les choses là-dessus? Peut-être, pour prendre un tout petit pas de recul par rapport à ta question, dire une chose, pareil, peut-être un peu iconoclaste, mais nous, on adore les conseils. Voilà. On adore que les opérations soient intermédiaires. Parce que, comme on le disait à l'instant, ces opérations, c'est souvent la première opération financière auquel est confronté le vendeur. Et en fait, s'il est tout seul, il peut partir dans des très mauvaises directions. Le fait qu'il soit accompagné par un professionnel qui connaît la pratique de marché, qui va pouvoir être quelqu'un qui va lui faire de la pédagogie, mais en qui il a confiance, parce que c'est son conseil, ça aide énormément. Voilà. Nous, quand on a créé Trajan, on est assez vite arrivé à la conclusion que sur la typologie d'opérations sur laquelle on travaillait, des opérations primaires de cédants entrepreneurs, en fait, il fallait qu'on se concentre sur des opérations intermédiaires. Parce qu'en fait, le direct, pareil, je reviens au fantasme, c'est pas intermédiaire, donc ça va être pas cher. En fait, je pense que, c'est pas vrai du tout. Et deuxièmement, en fait, le fait que ce soit pas intermédiaire, ça amène souvent à l'échec de l'opération. Et pour une opération non intermédiaire réussie, combien t'en auras gâché? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, je voulais dire ça. Donc maintenant, je reviens à la question et je vais essayer de répondre quand même. Donc nous, comment on gère le sujet? Tu l'as compris, nous, on apprécie qu'il y ait l'intermédiaire. Alors, évidemment, si c'est un intermédiaire qui te coupe complètement de l'accès au vendeur effectif, tu perds toute capacité à créer du lien, comme on l'a dit. Et donc ça, c'est vraiment frustrant. Et autant que possible, on essaie de garder l'accès direct au vendeur effectif de la société. C'est quand même rare que dans cette taille d'opération, tu aies un intermédiaire qui fasse la muraille complète. Voilà. Maintenant, l'erreur, selon moi, c'est de sortir complètement
le conseil de la discussion. Parce que à un moment, le conseil du vendeur, il va aussi être ton allié. Et sans qu'il soit dans une position voilà, Oui, il n'y a pas de malice. Il n'y a pas de malice, mais en ouais, fait, son rôle d'expert, c'est Bien aussi ce rôle de pédagogie vis-à-vis de son client et de recherche de solutions quand on sera confronté à ces problèmes. Ouais. Si tu as sorti le gars de l'image, bah en fait, tu te prives d'un relais qui peut t'aider sur le deal. Ouais. Donc, la réponse, elle est elle n'est pas complètement tranchée, mais il faut garder l'accès direct, mais surtout ne pas complètement essayer de chanter le conseil qui est là. Il va t'aider aussi. Alors, on avance un peu. On a eu cette première rencontre, ces premiers échanges. Très vite, toi, surtout que tu as plusieurs opérations de front, tu vas devoir te faire une première conviction pour savoir, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça va être long, il y a un moment où ça va coûter en conseil, etc. Donc tu vas devoir prendre une décision d'engagement, donc tu vas devoir te faire une première conviction assez rapidement. Comment tu travailles aujourd'hui avec, j'imagine aussi tes équipes, pour très vite aborder cette première conviction ? Alors d'abord, on essaie de ne pas aller trop vite. Vite, mais pas trop vite. Vite, c'est nécessaire parce qu'on y met beaucoup d'énergie. Et si on s'aperçoit qu'en fait, il y a une énorme dichotomie entre ce qu'attend le vendeur et ce que nous, on est prêt à mettre sur la société, bah, peut-être qu'il faut se le dire tout de suite pour s'épargner un peu d'énergie perdue. Donc il faut se faire une conviction rapidement. Maintenant, attention, il faut aussi prendre le temps de créer ce lien. Typiquement, on est parfois confronté à des gens qui nous disent « Non mais moi, je discute avec vous ». Que si vous m'indiquez votre valo, parce qu'en fait, on va y venir. Parce que si vous n'êtes pas sérieux, je veux pas discuter avec vous. Voilà. Si vous avez pas, si c'est pas minimum ça, c'est pas la peine. Voilà. Bah, en fait, pour nous, c'est une grosse barrière. Et souvent, bah, on dit, bah, en fait, si c'est ça, moi, je sais pas mettre un chiffre sur une société sur la base juste d'un compte des résultats. Bah, je sais pas le faire. Et donc, bah, si c'est ça votre condition, bah, on est un peu pas bloqué. Le bon process pour nous. On est un peu bloqué et c'est un vrai problème. Donc après, une fois qu'on a fait tout ce travail, on est capable quand même, sur la base de premiers échanges, d'une première liste de questions un peu classique, de comptes de résultats et d'un peu d'analytique, de se faire une première conviction sur la valorisation. Et comment on fait ça ? En étudiant la valorisation des sociétés du secteur, le fameux comparable, en ayant une idée claire de ce que peut être la croissance et de ce que je peux faire de cette société, et puis en identifiant les fragilités, il y en a toujours, de la cible, et de se dire bah voilà, dans quelle mesure ces fragilités impactent la valorisation, et je suis capable de mettre un multiple sur la table assez rapidement, un multiple d'EBITDA, puisque c'est aujourd'hui, dans 99% des cas, la méthode qui est choisie par les fonds, mais même au-delà des fonds, par la plupart des investisseurs. À ce stade, donc, est-ce que tu utilises, au-delà de la valorisation, des grilles, du moins en interne, vous documentez cette partie-là, ou ça reste à la main de l'associé qui gère l'opération ? Ouais, je pense que les gens seraient probablement surpris si, même dans les fonds d'investissement, ils voyaient comment les valorisations sont faites. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas d'idée préconçue, il y a à chaque fois une étude ad hoc qui est l'analyse de plein de choses, la société, le contexte macroéconomique, le contexte de ma cible actuelle aujourd'hui. Est-ce que cette cible, elle est ultra pertinente, voire absolument incontournable pour ma stratégie, ou est-ce que c'est un nice to have, et en fait tout ça va driver mon multiple. Donc aujourd'hui on est clairement, et je pense que c'est le cas pour la plupart des fonds, dans une analyse ad hoc pour chacune des sociétés qu'on analyse. Et tu vas devoir quand même donc te positionner, hein, tu as dit en prenant le temps, mais quand même il faut mettre un peu de rythme dans ces discussions. Tu vas devoir te positionner avec quand même des éléments qui restent, même si
le conseil a bien fait son boulot et t'a remis un infomémo de qualité. Enfin, voilà, j'imagine que tu as un peu de matière, mais cette matière, elle va rester parcellaire. On n'est pas en train de faire des audits à ce stade, évidemment. Comment tu gères, comment avec ton équipe, vous gérez un peu les doutes, les zones d'ombre voilà. Comment vous abordez cette partie-là ? En se disant que la négociation va être longue, ce qu'on essaie de s'astreindre à faire, c'est de réfléchir sur la construction d'un EBITDA de référence qui soit juste. Okay. Voilà. Et d'expliquer comment on arrive à cet EBITDA. C'est important nous-mêmes en interne pour se dire, OK, ça c'est le bon niveau de rentabilité de la société. Et donc, il faut l'étayer. Et puis, c'est important d'expliquer ça aussi aux vendeurs, parce que comme la construction de la valorisation, elle va reposer sur un EBITDA et un multiple, si j'ai été très transparent dans la manière dont j'ai construit l'EBITDA normatif que j'ai retenu, je m'ouvre la porte plus tard à dire, tu vois, je t'avais dit que mon EBITDA, je l'avais construit comme ça, sauf qu'entre-temps, j'ai appris quelque chose d'autre qui vient affecter mon EBITDA de telle manière. Et en fait, tu crées l'ouverture à la discussion. Et tu sors de la perception du vendeur qui dit il m'a sorti son chiffre d'un peu n'importe où, et puis tout d'un coup il baisse son prix parce qu'en fait maintenant qu'on avance les discussions, il pense qu'il peut baisser le prix. Voilà. Il y a des philosophies différentes dans le marché, hein. Il y a des gens qui disent je vais donner un prix très haut, je vais lui dire le chiffre qu'il veut entendre, et puis je vais le coincer dans les discussions, et puis une fois qu'il sera bien coincé, je vais baisser mon prix. Nous, on pense que c'est une bonne manière de perdre son temps, de faire ça, parce que voilà, les vendeurs, ils ont créé leur boîte pendant des années. C'est pas pour la vendre en se faisant tordre le bras dans la dernière ligne droite, avec des pratiques pas forcément très saines. Donc nous, on préfère être mettre notre vraie conviction sur la valeur sur la table rapidement, et puis ensuite faire des audits pour confirmer ou infirmer cette valeur. L'objectif étant pour nous de confirmer. Voilà, on essaie de se mettre dans cette démarche. Je suis là pour confirmer ce que j'ai fait. Après, si les travaux complémentaires m'amènent à réviser ma conviction sur le niveau de rentabilité normatif de cette PME, j'aurai des bons arguments pour venir à l'exposer. Tu étais revenu sur le... Tu as abordé le point de d'EBITDA de référence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce terme-là? Ouais, bien sûr. Peut-être. Parce que, juste pour contextualiser, je pense que les personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais trop fait d'acquisition, déjà, ils ne savent pas trop valoriser une société. Donc, tu nous as éclairé un peu sur le sujet en nous disant que c'est un EBITDA fois un multiple. Mais c'est quoi cette notion d'EBITDA de référence? Alors, peut-être, pourquoi on utilise l'EBITDA, d'abord? Ceux qui auront fait un peu de valorisation financière dans leurs études sauront que la valorisation d'une société, c'est censé être la valorisation de ses cash flows futurs. Voilà. Et en fait, le fameux DCF, dont on entend parler, Discounted Cash Flow, flux de trésorerie futur actualisé. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est très bien à l'école. On apprend ça. La réalité, c'est que l'exercice dans la pratique de la valorisation par DCF, elle est compliquée parce qu'en fait, elle repose sur la capacité à construire un business plan. Sauf qu'un business plan, comme c'est l'avenir, on peut lui faire dire n'importe quoi. Et du coup, ça devient une méthode qui est à la fois mathématiquement très juste, mais dans la pratique peut donner à peu près tout et n'importe quoi. Et en fait, l'EBITDA et la valorisation par le multiple de l'EBITDA, en fait, c'est une tentative de faire une approximation de ce DCF, tout en essayant de garder des critères un peu plus objectifs, donc en se projetant pas. Donc pourquoi on prend l'EBITDA? Parce que l'EBITDA, donc en français, le BE, quoi, hein, c'est pas exactement la même chose, mais on peut se dire que vu d'un peu loin, c'est la même chose. C'est finalement la meilleure approximation dans un compte de résultat de ce qu'est la génération de trésorerie de la société. Voilà, je prends en gros le résultat d'exploitation, et puis je lui rajoute plutôt mes amortissements et mes dépréciations, qui sont une approximation de ce que devraient être les investissements de la société à long terme. Si je simplifie pas tant que ça, mais si je rentre un tout petit peu dans le détail. En fait, toute la question de l'EBITDA normatif,
Elle est de se dire, la société, elle vit ses cycles, elle sort ses comptes tous les 12 mois. Il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années, il y a des contrats exceptionnels, il y a plein de choses qui peuvent affecter à un moment donné cette EBITDA. Et du coup, prendre une seule année comme référence de valorisation, c'est faire abstraction de tous les petits éléments, les aléas du quotidien de ces PME. Et l'idée de l'EBITDA normatif, c'est de dire comment, à partir de l'EBITDA comptable, je vais construire quelque chose qui soit nettoyé de tous les événements exceptionnels. Pour essayer d'être un peu concret, on voit, par exemple, on a vu récemment une société qui bénéficiait d'un résultat exceptionnel lié à un contrat historique, mais dont on sait qu'il va s'arrêter dans 2 ans. Le problème, c'est qu'on se dit, moi, je veux bien acheter cette société sur la base de son EBITDA, mais aujourd'hui, dans son EBITDA, il y a quelque chose qui va disparaître à long terme. Et donc, ça, je ne peux pas en tenir complètement compte. A contrario, on est parfois confronté à des entreprises qui, dans leur dernier arrêté comptable, ont un EBITDA d'un certain montant, mais ont récemment signé un gros contrat sur du long terme qui n'a eu d'effet que sur 3 mois dans l'année. Mais c'est un contrat qui va perdurer pendant plusieurs années. Eh bien, on peut accepter que ce contrat, il faille l'analyser non pas comme seulement sur 3 mois, mais sur 12 mois, et donc améliorer l'EBITDA normatif qu'on considère pour la valorisation en prenant l'effet année pleine de ce contrat. Et en fait, à chaque fois, mais les exceptions et les événements exceptionnels sont quasiment infinis, mais l'idée, c'est de se construire un EBITDA normatif, et en gros, c'est de se dire, voilà, si c'est pas si dans un monde tout rose, parce que le monde n'est pas tout rose, mais dans un monde le plus réaliste possible, quel serait l'EBITDA de cette société ? C'est vrai que c'est hyper important ce que tu viens d'expliquer, et pour autant c'est assez lointain pour un chef d'entreprise qui a jamais trop fait de finance et qui fait faire ses bilans on en voit quand même pas mal sur des dossiers PME. Et effectivement, c'est important d'être accompagné des bons professionnels pour approcher ce que tu viens d'évoquer, parce que c'est un métier et il y a des réflexes qui sont liés à ce métier, et pourtant c'est vraiment comme ça qu'on fait des deals qui soient sécurisés aussi pour le repreneur. Alors oui, ça coûte un peu de réfléchir à ça. Là, le conseil là-dessus, c'est il y a certains experts comptables qui sont assez matures, qui ont l'habitude de faire des opérations, ou sinon échanger dans votre réseau pour trouver justement les bons conseils. Et nous, ce qu'on voit régulièrement comme bons réflexes, et tu les as tous abordés, mais je pense qu'il y a effectivement la rémunération du dirigeant qui est parfois hors marché. Donc ça, c'est vraiment un bon réflexe que nos auditeurs doivent avoir en tête. Des loyers de SCI détenus par la personne physique du dirigeant ou par la personne morale, bref, mais avec des loyers hors marché. Ça, c'est pareil, ça se retraite. Et puis après, il y a tout ce qui est avantage, voiture, blabla. Enfin, ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement et qu'il faut retraiter. Puis après, il y a tout l'exceptionnel qui est passé en exceptionnel, qu'il faut remonter dans le BEP. Bref, je rentre pas dans le détail parce que là, il y aurait pléthore d'exemples. Après, pour 100% aligné avec le fait que le BE ait la capacité de sortie de cash. Après, je pense que pour nos auditeurs, c'est aussi important de se dire demain, ils vont endetter la société et donc du coup, le BE pourrait être le proxy de la capacité de remboursement de la dette levée. Mais c'est important aussi de rajouter la notion de le BE, il y a quand même de l'IS qui passe. Donc, il faut que nos auditeurs ont ça en tête et ça en tête. Et il y a aussi, variation de BFR, je passe, mais il y a aussi un autre important aussi en fonction des secteurs d'activité visés, c'est les CAPEX. C'est-à-dire que j'achète une société dans l'industrie, et il faut sans doute que je dépense tous les ans pour renouveler mon parc machine ou pour faire des investissements de développement. Et ça, on ne le voit pas Alors, on peut le voir dans les DNA en fonction d'une étude spécifique. Mais voilà, c'était juste aussi, c'est important en fonction des secteurs d'activité que nos dirigeants et ça, que les dirigeants qui nous écoutent aient ça en tête. Tu as tout à fait raison, Maxime. Et d'ailleurs, j'aurais dû le préciser. L'exception notable à l'approche par l'EBITDA, c'est dans les sociétés qui ont des CAPEX importants et réguliers, on remplace l'EBITDA par une notion d'EBITDA moins CAPEX. Ouais. Voilà. Et c'est à ça qu'on applique le multiple. Et
tu as tout à fait raison, c'est essentiel. Et on travaille actuellement sur des opérations où clairement le bon agrégat, c'est l'EBITDA moins CAPEX. Peut-être un point pour rebondir sur ce que tu as dit sur les conseils. On aimerait, nous, que tous les vendeurs aient fait le choix de se faire accompagner, non seulement par un conseil juridique, mais par un conseil en transaction service qui a préparé la data pour eux. Je sais que c'est un coût pour eux et qu'ils sont souvent très réticents à le faire parce qu'ils ont du mal à en percevoir la valeur. Mais nous, c'est le conseil numéro 1 qu'on donne. Quand tu vends, tu vas gagner grâce à ce conseil. Tu vas gagner en temps, tu vas gagner en fluidité. Il va aussi te faire apparaître des choses que toi-même, tu n'avais pas vues. Parce que peut-être qu'en fait, ton résultat, tu aurais pu l'améliorer par des éléments exceptionnels que tu n'avais pas perçus, mais que tu pourrais ajouter à ton EBITDA. Donc, nous, on aimerait, on passe ce message aux vendeurs. Vous allez gagner en prenant ce conseil transaction service pour préparer votre sortie. Et d'ailleurs, de plus en plus, les intermédiaires M&A qui prennent des mandats exigent, pour prendre le mandat, un conseil en transaction service, donc un super expert comptable spécialisé de la présentation des chiffres dans un contexte de vente, soit mandaté en même temps qu'eux pour préparer la vente. Et nous, en réciproque, on embauche systématiquement ce type de personnes à l'achat. Voilà, on ne fait jamais une opération. Quand même, on est des professionnels du chiffre, on fait ça tout le temps, on a fait toute notre carrière dedans, on ne fait jamais une opération sans s'appuyer sur ces experts. Et ça pour 2 raisons. D'abord, eux, ils font vraiment que ça, donc c'est des super experts. Et deuxièmement, c'est important, je reviens un peu au lien, mais parfois les questions qu'ils posent, elles sont un peu pénibles, objectivement, elles font un peu petit comptable. Et en fait, c'est pas mal qu'elle soit posée par quelqu'un d'autre. Non mais voilà. Et c'est aussi à ça que ça sert un conseil, en toute transparence. Bien sûr. Mais il sert aussi à porter les questions un peu plus dures à porter. Ouais. Alors, juste pour la culture de nos auditeurs, c'est notamment un produit qu'on appelle le Vendor Due Diligence. Donc, ce sont des due diligence faits en avance par le cédant, afin que, au moment où on attaque les discussions avec des acquéreurs potentiels, mais en fait, le travail a déjà été fait une fois. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des audits faits par les acquéreurs derrière, mais souvent, même les auditeurs des acquéreurs auront finalement un travail qui ira plus vite parce que, quelque part, un professionnel sera déjà passé. Maxime, tu avais une question ? Effectivement, je reviens du coup sur ta définition parce que c'est important que nos auditeurs aient en tête quelques éclairages sur la valorisation, EBITDA de référence, multiple, qui va nous donner la valeur d'entreprise. Pour le multiple, ça va aller entre 2 et 20 en fonction de la taille de la société, en fonction de sa capacité de générer de la marge, donc sa marge de l'EBE, capacité de génération de cash, en fonction de la croissance du marché, en fonction de la place sur son marché. Bref, ce qui est intéressant, c'est que plus c'est petit, moins c'est cher, plus c'est gros, généralement à la grosse, à la super grosse, et c'est ce qui fait toute la thèse aussi de création de valeur du build-up. En super raccourci. Donc, on a cet EBITDA de référence, on a le multiple que tu appliques, on obtient de la valeur d'entreprise. Et après, pour aller matérialiser le cash que va récupérer le vendeur, on vient y appliquer la dette nette ou la trésorerie nette. Donc, soit la société a plus de dettes que de trésor, on parle de dette nette, et on vient diminuer la valeur d'entreprise de cette dette nette pour obtenir la valeur des titres, donc le cash que va toucher le cédant au closing, ou il y a de la trésor en plus dans la société, parce qu'il y a plus de trésorerie que de dette dans la société. Et donc là, on va venir ajouter à cette valeur d'entreprise le cash qu'on vient payer, du coup, et c'est ça le montant que va toucher le cédant au closing. Oui, exactement. Et je pense que cette notion de valeur d'entreprise et valeur des titres, elle est malheureusement source de beaucoup d'incompréhension entre les vendeurs et les acheteurs. Ouais. Peut-être que certains en jouent un peu d'ailleurs, mais ta définition est tout à fait juste. Et on peut y ajouter une chose, c'est qu'on a parlé des normalisations de l'EBITDA.
mais il y a aussi des éléments de normalisation de la dette. Et typiquement, pour reprendre le sujet des CAPEX, on voit des sociétés où eh bien, il y a de manière évidente un gros investissement à faire, souvent pour des sujets de capacité, dans des sujets un peu industriels ou un déménagement ou des choses à faire comme ça. Et bah, ça aussi, c'est des éléments qu'on peut considérer comme un élément de dette latente à venir ajouter à la charge de dette de l'entreprise. Peut-être pour revenir sur ton sujet de décote de ce qui affecte à la hausse ou à la baisse le multiple d'EBITDA. 2 à 20, c'est pas une fourchette, c'est un râteau. Donc je pense qu'on peut se dire que... Je voulais pas trop prendre Maxime, prends pas de risque. Je m'aventurerai pas à donner des chiffres plus précis, mais clairement, si on essaie de réfléchir à ce qui peut affecter à la hausse et à la baisse ces multiples. Et peut-être, excuse-moi, avant de parler de ce qui peut affecter à la hausse ou à la baisse, comment on construit le multiple central ? Ça, je pense que dans chaque industrie, en fait, il y a un multiple central qui est l'émanation des opérations récentes du secteur. Et en fait, toute personne un peu sérieuse qui se renseigne finit par savoir que tel secteur de l'école se valorise avec un multiple autour de temps, tel secteur de l'industrie se valorise plutôt avec un multiple autour de temps. Et à partir de ce multiple central, tu construis des décotes et des primes. Je me permets juste, comment est-ce qu'on fait du coup ? Enfin, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils ont accès à ce multiple-là ou que tout le monde connaît là ? Est-ce que tu as des conseils là-dessus ? Je suis désolé, je fais juste une petite parenthèse, mais... Écoute, sur ça, je pense que ça aussi, c'est un sujet sur lequel avoir recours à un professionnel, c'est pas mal. Après, en réalité, quand tu fais tes due diligence, il y a des éléments financiers et comptables. Il y a aussi un élément très important, c'est d'appeler des gens dans le marché. Ouais. Parce que comme pour un entretien et le recrutement d'une personne, la prise de référence quand tu rachètes une société, c'est essentiel. Et en fait, en faisant ces prises de référence, en parlant avec des gens dans le marché, tu peux poser la question et en général... Tu trouves la réponse de savoir comment c'est valorisé dans ton secteur. Voilà. Okay, et appeler des gens, typiquement dans des groupes un peu plus grands, qui eux-mêmes mènent une stratégie de croissance externe dans le secteur, ils vont te dire, voilà, les méthodes de valo dans le secteur, ça se paye X fois et tu auras ta valeur centrale. Maintenant, on se rappelle, ce multiple d'EBITDA n'est qu'un proxy de l'estimation des cash flows futurs. Et donc, ce qui va faire jouer à la hausse et à la baisse, c'est de se dire, est-ce que par rapport à une situation centrale standard, ma société, elle m'apporte plus de sécurité ou plus de cash flow dans l'avenir ? Et qu'est-ce qui peut faire monter un multiple ? Par exemple, une récurrence plus élevée que la moyenne. Par exemple, des contrats longs. Ça a tendance à tirer le multiple à la baisse. À contrario... À la hausse. À la hausse, à la hausse, pardon. Si ta société a démontré qu'elle avait une croissance supérieure à son marché et que tu as la conviction qu'elle peut continuer cette croissance supérieure à son marché. Techniquement, ça veut dire que les cash flows attendus vont être supérieurs à ceux du marché et donc ça mérite un multiple plus élevé. A contrario, effectivement, la taille, une petite taille justifie un multiple inférieur à celui du marché. Pourquoi ? Parce qu'une société, plus elle est petite, plus elle est perçue comme fragile. Elle repose sur moins de personnes. Peut-être qu'il n'y a que 2 commerciaux dans la société. Si tu en perds un, tu as perdu la moitié de ta force de vente. Je prends cet exemple. En fait, on peut les tirer à l'infini sur pourquoi une petite société est perçue comme plus fragile qu'une grande. Il peut y avoir des sujets de risques réglementaires spécifiques à cette société. Il peut y avoir une mauvaise gestion ou une gestion plus difficile du besoin en fonds de roulement, qui est aussi quelque chose qui pèse sur la génération de trésorerie de la société. Et tout ça, ça peut justifier des décotes assez importantes. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Là, c'est la valorisation. Le prix, c'est tout à fait autre chose. C'est la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, c'est bien gentil de faire sa valorisation dans son coin, mais il faudra aussi vérifier que ça... D'accord. C'est hyper facile. C'est hyper facile de donner une valo sur un Excel, mais la réalité du process, elle est complètement différente. Et voilà. Et justement, on arrive à ce moment où toi, Tanguy, tu vas commencer à présenter les contours d'une offre. Donc, on n'est pas encore forcément dans la remise d'une offre écrite type LOI, mais tu vas commencer à donner ces éléments. Comment tu construis, toi, une offre qui puisse parler aux cédants, qui puisse être finalement suffisamment séduisante pour passer à la suite ? La réponse à cette question, en fait, c'est la composée de tous les éléments qu'on a abordés. Donc, nous,
on est assez prudent quand on nous demande de donner à l'oral une valorisation. Parce qu'en fait, donner une valo à l'oral, c'est balancer un chiffre dans la nature sans tout le contexte qui va avec. Et donc, on essaie plutôt de faire des offres écrites. Parce que l'offre écrite permet de mettre une offre avec un contexte. D'accord. Et pourquoi je disais que c'est la reprise de tout ce qu'on s'est dit jusque-là? Parce que dans notre offre, on va commencer par rappeler toutes les raisons non financières de notre intérêt pour la société. On va rappeler qui on est. On va rappeler notre projet à long terme, au-delà de même de la cible. Et ensuite, on va aborder évidemment l'opération financière et on va rappeler quel est le cahier des charges qu'on a compris. Donc on dit toujours, voilà, nous, le cahier des charges tel qu'on l'a compris, c'est ça. Et la manière dont on y répond, c'est ça. Ça permet quoi? Ça permet que si on s'est trompé sur le cahier des charges, on s'ouvre la porte à une correction de l'offre. Et ensuite, on va détailler la construction de notre EBITDA de référence, ou notre EBITDA moins CAPEX. Pareil, pour que le dirigeant comprenne que si jamais plus tard il advient qu'une des hypothèses qu'on a posées est fausse, de manière logique, on aura ouvert la porte à une correction du prix. Par ailleurs, si lui-même pense que dans notre construction, on a oublié quelque chose de positif, il verra qu'on l'a pas retenu et il pourra nous poser cet argument sur la table. Et en fait, on se prépare des discussions assez sereines. Et puis, on insiste aussi sur ce qui va se passer après le deal. Qu'est-ce qu'on attend de lui en termes d'accompagnement? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui suivent? Et puis, on parle aussi dans ces offres de l'équipe. Parce que quand on est dans un deal financier, on oublie parfois peut-être que l'opération financière c'est bien, mais demain en fait il faut travailler avec une équipe. Et donc on parle aussi du projet qu'on a en tête pour eux. Très souvent d'ailleurs, nous on propose à ces cadres d'entrer au capital à nos côtés quand on fait une reprise, parce que la réalité de ces PME, c'est que évidemment le dirigeant fondateur est absolument essentiel, mais ce qui est encore plus essentiel, c'est ses équipes. Ne serait-ce que parce que le dirigeant il part et que ses équipes elles restent. Et donc les intégrer dans l'opération et l'écrire, ça nous semble être un point très important. Comment on rend notre projet attractif? On le rend aussi attractif en détaillant les prochaines étapes en termes de timing, en termes d'intervenants, pour que le dirigeant qui reçoit notre offre puisse avoir une vision la plus claire possible de ce qui va se passer à partir de maintenant. Attention aux promesses qu'on ne peut pas tenir. Et donc, voilà, il faut être réaliste dans ces timings. Le danger, c'est de dire, oui, moi je suis capable de boucler l'opération en 3 semaines, alors qu'on sait très bien qu'en fait, il y a 1000 raisons de ne pas le faire. Et donc, on est prudent aussi dans les timings qu'on annonce, mais on les annonce. Ok. Ça va prendre quelle forme? Tu écris directement une LOI, Letter of Interest? C'est une présentation? Comment vous faites concrètement? C'est une lettre d'offre qui peut faire une 15aine de pages. D'accord. Donc c'est un gros travail. Il y a souvent une demi-douzaine de pages consacrées à la présentation du projet, les raisons de l'intérêt, qu'est-ce qu'on voit pour le futur de la société, et puis une demi-douzaine de pages qui sont le détail de la structuration. Souvent, un premier bloc qui détaille notre approche de valorisation, et un deuxième bloc qui, à partir de cette valorisation, détaille l'emploi ressources de l'opération. Donc en gros, qu'est-ce que je rachète à gauche dans la partie emploi et avec quoi je vais les financer dans la partie ressources. C'est aussi là que tu abordes les demandes de réinvestissement des fondateurs, que tu leur expliques les modalités de ce réinvestissement, éventuellement que tu évoques les sujets de pacte d'actionnaires qu'il va falloir mettre en place quand tu décides de garder l'actionnaire précédent à bord. tes côtés, Je ne vais pas rentrer en trop de détails, mais pour nous, il faut quand même aborder ces sujets-là pour que quand ton interlocuteur accepte ta lettre d'offre, en faisant le pari qu'il va l'accepter, il le fasse en pleine connaissance de cause et donc de manière assez sécurisée pour aller au bout. Ouais. Ce qu'on voit dans ce que tu dis, c'est quand même que les aspects non financiers de l'offre sont
sont loin d'être anecdotiques, c'est le moins qu'on puisse dire, sont même prépondérants. On est certes sur une opération financière, mais j'ai l'impression que vous insistez aussi beaucoup sur le côté industriel, opérationnel, entrepreneurial. On pourrait avoir certaines personnes qui nous écoutent et qui auraient tendance à dire finalement, c'est le cédant qui vend, il faut qu'il me vende la boîte. Mais vous faites, j'ai l'impression, et aussi énormément d'efforts, vous, pour vendre votre projet, finalement. Ouais. Pour 2 raisons. La première raison qu'on a déjà évoquée, qui est que sans l'histoire, en fait, ça va être difficile d'arriver au bout de l'opération financière, parce que, quoi qu'il en dise, le cédant, il n'attend pas qu'un chèque. Voilà. Il attend une histoire pour son entreprise. Et même si on a régulièrement des vendeurs qui viennent nous voir, moi, le seul truc qui est important, c'est le chèque. Ça n'est jamais vrai. Voilà, ça n'est jamais vrai. Bien sûr que le chèque est essentiel. Et je vous l'ai dit, nous, on ne raconte pas toutes ces histoires pour espérer faire baisser le montant du chèque. Ce serait une erreur. Mais pour y arriver, c'est essentiel que l'histoire soit claire. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas perdre de tête qu'on ne fait pas une opération financière pour faire une opération financière. On fait cette acquisition pour construire un projet derrière. Et il n'est jamais trop tôt pour commencer à écrire cette aventure. Et en fait, il ne faut pas acheter la société en se trompant sur le projet qui est derrière. Si tu ne l'exposes pas, ce projet, si tu ne l'expliques pas, en fait, tu peux te tromper. Et on a eu des situations où on a présenté notre projet. Et en fait, le dirigeant fondateur nous dit non, mais en fait, vous vous trompez dans votre lecture. Vous pensiez qu'en fait, il fallait faire du maillage territorial. Pas du tout. En fait, moi, ce qu'il faut faire, c'est racheter telle autre société et en fait, que j'ai pas su faire. Et en fait, ensemble, on va faire une plaque régionale et on va être hyper fort. Mais si j'ai pas exposé mon histoire, ça, et je vais pas avoir l'info en face. Et donc, en fait, en exposant ton histoire, tu permets la co-construction de l'histoire. Si jamais tu dis rien, tu restes dans ton coin, tu veux juste faire un chèque, tu seras condamné à écrire l'histoire plus tard tout seul, quoi. Je suis 150% aligné. En fait, je pense qu'il y a dans ce podcast, la thématique, c'est que nos clients travaillent leur séduction client. Je dois vendre, donc je dois avoir un discours qui est rodé. Oui, je dis nos clients, mais aussi les auditeurs qui nous écoutent. Ils travaillent aussi sur leur marque employeur parce qu'ils doivent attirer des talents. Et c'est vrai que quand on fait un petit peu plus du build-up ou de la croissance externe, on développe un peu une marque actionnaire. Je ne sais pas si c'est la bonne thématique, mais c'est quoi mon histoire qui fait que les futurs repreneurs ont envie de me rejoindre. Et ça, comme le discours client, comme la marque employeur, ça se travaille. C'est pas inné de penser à ça, mais je pense qu'en synthèse, c'est un bon axe de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Et puis, c'est vrai que nous, on a la chance de voir des acquéreurs au quotidien, donc on voit plein d'angles, plein de choses, et on arrive à deviner un peu des best practices. Sur les premières rencontres avec les cibles, nous, ce qu'on apprécie fortement, ce qu'on sent qui permet de performer, c'est ces discussions business. C'est comment est-ce qu'en fait, et je te rejoins, parler des chiffres tout de suite, c'est pas du tout opportun, mais c'est comment est-ce qu'on va faire du business ensemble demain? Comment est-ce qu'on va continuer ton parcours de croissance et faire grandir ta société? Et à côté de ça, ce qu'il y a aussi certains dirigeants, ce qu'ils aiment bien, c'est on va pas tout changer. On va garder ta marque, on va garder tes équipes, on va continuer en fait ce que tu as fait de super bien, on va le continuer et effectivement on va y rajouter notre touche. Mais c'est vrai que toute cette ligne éditoriale autour de ces thématiques-là, généralement ça séduit. Je pense que là on rentre sur un autre sujet qui est qu'est-ce qu'il y a derrière ma stratégie de build-up et c'est quoi mon projet d'intégration. Nous, on est assez en ligne avec ce que tu viens de dire, à savoir que quand tu rachètes des sociétés qui vont bien, l'erreur, c'est d'arriver en voulant tout changer. Et donc, tout ce qui est au-delà du discours, tout ce qui est pérennisation, continuation de ce qui a été fait dans le passé, on y est hyper attaché. D'où notre volonté de faire entrer autant que possible les salariés au capital de la société, parce que c'est une bonne manière de les intégrer dans le projet. C'est une bonne manière de faire d'eux non plus seulement des salariés, mais des acteurs encore plus de leur projet, du projet de l'entreprise. Et donc, sur la continuité, on partage complètement. Maintenant, il y a
Voilà, et ça, c'est Mm. propre aussi à chaque stratégie. Peut-être sur des acquisitions, sur des plus grands groupes, il y a une volonté d'intégration qui peut prévaloir sur la volonté de pérenniser l'indépendance. C'est là plus propre à chaque démarche. Je rebondis juste sur un petit point. C'est vrai qu'il y avait une question hyper intéressante que tu as soulignée. C'est demain, vous auriez continué votre activité. Où est-ce que vous seriez allé? Et d'amener justement le cédant à se livrer là-dessus. Mais c'est hyper riche pour le repreneur. Et c'est vrai que c'est pas forcément un réflexe, mais c'est une super belle question. Ça marche. Bah, écoutez, le temps tourne. Merci beaucoup, Tanguy, d'avoir partagé tous ces éléments avec nous. Je crois qu'on peut vraiment comprendre que dans les process que tu animes, tu fais preuve de beaucoup de pédagogie vis-à-vis de tous les intervenants. Et bah, notre micro aussi. Merci beaucoup d'avoir partagé certaines clés du succès de Trajan. Je vous invite vraiment à suivre l'aventure. Vous avez eu quelques beaux articles là, dans CF News récemment, pas mal d'actualités, donc allez voir de ce côté-là. Et puis bah, nous, Maxime, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4, qui est justement consacré plus en détail à certains aspects que tu as déjà abordés, qui est la rédaction de la LOI et comment, on va dire d'un point de vue plus juridique, remettre son offre. Et on le fera en compagnie d'un avocat spécialisé sur le domaine. Voilà. Un grand merci, Tanguy, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir nous parler de tout ça. Merci Thomas, merci Maxime. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Salut, Maxime. Salut Thomas.